Vous n'êtes pas sans savoir que la Polynésie française représente 118 îles éparpillées sur une surface aussi grande que l'Europe. Donc, sur un territoire aussi vaste, il est normal d'avoir une pluralité de climats, notamment juste à titre d'exemple sur cette carte-là, que l'on voit très mal d'ailleurs. On voit que Hiva-Oa se trouve en Norvège, non, en Suède, pardon, et que Rapa se trouve en Sicile. Donc, il y a une très grande différence de climat entre déjà les archipels et les îles. Donc la Polynésie est sujette à est sensible à divers aléas climatiques comme les fortes précipitations, inondations, avec notamment bien sûr l'épisode de dépression tropicale qu'on a eu récemment. Et de plus, on est aussi sensible aux sécheresses comme aux marquises qui ont eu 3 années de sécheresse consécutives à cause de conditions La Niña particulièrement persistantes. Donc, dans un contexte de changement climatique où le consensus scientifique est que les événements extrêmes vont être plus intenses et plus fréquents, il est très important de savoir les prévoir pour ainsi mitiger les impacts de ces événements extrêmes. Cependant, on a une difficulté à modéliser la météorologie des îles hautes, notamment à cause du relief ou de l'orographie des îles hautes qui entraîne une forte disparité météorologique à fine échelle spatiale, et notamment sur Tahiti, qui regroupe la majorité de la population. Et la deuxième difficulté est le coût de calcul prohibitif des modèles numériques pour un territoire aussi grand que la Polynésie française, avec de la très haute résolution spatiale. Donc c'est ce que l'on propose avec notre postdoctorat. On veut utiliser l'intelligence artificielle pour avoir des prévisions multi-échelles et pour ainsi prendre en compte ces différents effets locaux, mais aussi plutôt globaux, comme vous allez le voir plus tard. Donc, pourquoi est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle? Donc, faisons une expérience, mettons un observateur au-dessus des hauteurs de Faa'a et il observera, on va dire, pendant des années. Et au bout d'un moment, il observera que quand il y a des vagues à la digue, il y aura très souvent des vagues à Papen'o. Et c'est exactement ce genre de corrélation locale que l'on veut que l'intelligence artificielle prenne en compte, notamment sur Tahiti, mais aussi sur Moorea et aussi, bien sûr, à une échelle beaucoup plus globale sur la Polynésie française. Donc, mon premier objectif pour ce postdoctorat est la mise en place d'un démonstrateur pour améliorer les prévisions de cyclones tropicaux à 2 et 3 semaines dans le futur en utilisant de l'intelligence artificielle pour prévoir des précipitations, du vent et l'indice de chaleur pour le confort bioclimatique sur diverses boîtes Météo France définies. Et le deuxième objectif, c'est de faire des prévisions toujours de précipitations, de vent et d'indice de chaleur, mais cette fois-ci à plus court terme, 2 à 3 jours dans le futur, et on utilisera cette fois-ci un modèle dynamique à haute résolution qui s'appelle Arrow Météo France, qui est le modèle opérationnel de Météo France qu'utilise pour avoir des prévisions sur Tahiti et Moorea. Donc, en plus on va utiliser des modèles d'intelligence artificielle, plus les prévisions des modèles dynamiques, plus les mesures in situ, pour ainsi améliorer les prévisions à 2 ou 3 jours dans le futur. Et à la fin de mon postdoctorat, on souhaiterait utiliser le modèle MESO-NH pour avoir une meilleure compréhension de la météo entre Tahiti et Moorea. Donc la méthode est simple. La méthode qu'on va utiliser est simple. Elle consiste à utiliser des modèles pré-entraînés que l'on va adapter à notre tâche bien spécifique. Donc ici sur l'image, vous voyez un peu à gauche qui est l'intelligence artificielle déjà entraînée, pré-entraînée. Et ici, ça va être notre modèle d'intelligence artificielle que l'on va créer, mais qui va prendre en fait le savoir de la première intelligence artificielle grâce à cette flèche ici qui s'appelle le transfer learning. Donc, l'un des avantages d'utiliser des modèles pré-entraînés, c'est que tu n'as pas à les entraîner. Hein, ça a été entraîné par d'autres personnes, d'autres entreprises. Et il suffit, en tout cas, d'adapter à notre tâche bien spécifique. Donc, il y a plusieurs modèles pré-entraînés qui sont déjà appliqués aux prévisions météorologiques globales, c'est-à-dire dans le monde, qui fait des prévisions partout dans le monde, pardon. Donc ici, on en a 4. Donc le premier à être sorti, c'est ForecastNet qui a été entraîné par NVIDIA, la société NVIDIA. Le deuxième, PenguWeather, qui a été entraîné par Huawei.
Le troisième qui a été entraîné par Google DeepMind et l'IFS qui appartient au Centre européen des prévisions et qui d'ailleurs est une référence pour tous les climatologues, météorologues, et eux-mêmes le disent que c'est une révolution dans l'intelligence artificielle pour les prévisions météorologiques. Donc quand on a écrit le postdoctorat, il n'existait qu'un seul modèle, et maintenant en fait, quelques mois plus tard, on en a 4. Donc c'était vraiment le bon moment pour entrer, pour avoir un pied en tout cas dans ces modèles d'intelligence artificielle et appliquer cela à la Polynésie française. Donc les deux modèles pré-entraînés que j'utilise pour l'instant, il y aura sûrement ForecastNet après, sont PenguWeather et GraphCast. GraphCast qui appartiennent respectivement à Huawei et Google. Je fais tourner ces modèles d'intelligence artificielle sur 2 serveurs. Le premier, IA Server, qui appartient au laboratoire GEPA-Sud Gahati. Je remercie Gaëtan Bisson et Marania Hupouare pour ça. Et aussi GraphCast tourne sur le serveur GEPA-Sud. Merci Jean-Martial. Et donc voilà, donc ils sont en train de tourner et on aura les résultats très bientôt. Donc pour l'instant, je n'ai que les résultats de PenguWeather. GraphCastNet va arriver bientôt. Oui. Et donc qu'est-ce que j'ai fait avec PenguWeather? Donc j'ai fait des prévisions journalières, donc une prévision par jour jusqu'à 21 jours dans le futur. Et étant donné que Météo France a besoin de prévisions hebdomadaires, c'est-à-dire une prévision pour toute la semaine, hein, donc j'ai moyenné les champs de température, vent, etc. entre J+7 et J+14, et J+14 et J+21, pour avoir justement ce qu'on aura dans ces semaines-là. Donc ici, ensuite je calcule la corrélation R entre le champ moyen qui a été moyenné, prédit par le modèle d'intelligence artificielle, et je compare ça aux observations qui sont, comme Paul l'a dit, ERA5, les réanalyses. Donc voilà. Donc ici, on représente direct la corrélation, et plus c'est proche de 1, plus c'est rouge, et mieux on arrive à prévoir en fait. Hein. Donc là, donc voilà. Et ensuite, j'ai moyenné les corrélations sur différentes boîtes géographiques Météo France, géographiques. Donc pour les vents méridionaux à 10 mètres, donc ici vous pouvez voir le modèle d'intelligence artificielle, les prévisions du modèle d'intelligence artificielle. Et ici ce sera notre modèle de référence qui s'appelle S2S et qui donc déjà là pour la première semaine, donc de 0 à J+7, nous avons de bonnes corrélations avec un petit avantage pour le modèle S2S, pardon. Et plus on va dans le futur, donc la deuxième semaine, pardon, donc de J+7 à J+14. Donc on peut voir que la corrélation diminue, c'est normal. Plus tu vas dans le futur, plus c'est difficile à prévoir ce qui va se passer. Et pour la semaine 3, ce qui est intéressant, en tout cas pour cette variable-là, V10, c'est que notre intelligence artificielle arrive à un petit peu mieux prédire dans les moyennes latitudes, 25 ou 30 degrés sud, parce que les intelligences artificielles sont notamment connues pour enlever les biais des modèles dynamiques. Donc c'est ça en fait qu'il a fait, il a enlevé le biais des modèles dynamiques. Et pourquoi est-ce que les moyennes latitudes sont difficiles à prédire? C'est parce qu'il y a beaucoup de dépressions extratropicales qui viennent notamment par exemple de Nouvelle-Zélande et qui vient un peu rendre la prévision difficile. En fait, il y a beaucoup de dépressions, voilà, extratropicales. Donc là, ça c'est pour les vents. Et donc on peut voir qu'on a des R à peu près de 0,30, sauf et pour la température, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus rouge déjà pour la première semaine. Et donc on a presque des R équivalent entre l'intelligence artificielle et le modèle de référence dynamique. Hein. Et donc plus on va dans le temps, plus on va loin dans le temps, plus il y a cette décorrélation qui arrive, qui est là, qui s'explique notamment par la zone de convergence du Pacifique Sud, qui va apporter beaucoup de dépressions tropicales ou qui va apporter beaucoup de précipitations aussi, et donc qui va rendre la prévision un peu plus difficile pour ces endroits-là. Donc
on a prouvé avec ces intelligences artificielles qu'on peut prévoir des vents, des températures et températures surfaciques à 2 mètres. Donc c'est déjà pas mal. Cependant, on peut voir déjà que le modèle de référence a un certain avantage. Et pourquoi vous me direz qu'on n'utilise pas l'intelligence artificielle? C'est parce qu'au moins ça, on l'a, c'est à nous, et on peut le faire en temps réel. Alors que ça, on n'a pas la main dessus, et c'est 2 semaines avec de décalage. Donc pour améliorer ces intelligences artificielles encore, notre première idée est de faire du fine-tuning et du transfer learning sur GraphCast sur le serveur GPaSud pour qu'il nous donne, parce qu'il ne donne que la température, on veut qu'il nous donne l'indice de chaleur, on veut qu'il nous donne la température de surface de la mer, activité cyclonique intrasaisonnière. Et ce fine-tuning est possible grâce à Python et à Google DeepMind d'ailleurs. Et ça dépendra de Météo France s'ils veulent utiliser cet outil-là en mode opérationnel. Et on voudrait appliquer cette recherche aux prévisions de crues de rivière, parce qu'on a des données quand même, notamment pour les inondations. Et étant donné qu'on a bien prévu la température à 2 mètres, on pense que pour la prévision de canicule marine, ça peut être pas mal aussi, l'intelligence artificielle. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste une question pratique, donc je suppose que ça coûte quand même, et les modèles pré-entraînés, ça coûte, c'est quoi l'ordre de grandeur? Ça coûte en termes d'argent ou de calcul? Oui. Non, c'est gratuit? Oui. Ah, c'est gratuit. Bien. C'est sur Internet. Venant de Google Et merci pour la présentation. Une petite question, oui, par rapport aux modèles. Donc, si j'ai bien compris, c'est des modèles statistiques. Tu utilises la corrélation. C'est des transformers. Pardon? C'est des transformers, c'est des modèles d'intelligence artificielle transformers. D'accord. Mais, ouais, donc, les modèles, il est limité par les conditions que tu vois dans les données qui sont existantes. Donc, c'est limité par exemple, si tu prends des données réelles de cette année, tu vas avoir des conditions froides pendant la saison froide, chaud pendant la saison chaude. Mais quand tu utilises un modèle qui est limité par les conditions qu'on a déjà expérimentées, oui. On peut les réentraîner encore. Hein, oui. Sur les nouvelles données qui sont en train de sortir actuellement. Oui, mais ma question en fait, c'est dans un scénario de changement climatique, oui, où il y a des conditions qu'on n'a pas vécues, est-ce que les modèles sont robustes à ça ou pas? C'est une bonne question, mais en tout cas, je sais qu'on peut réentraîner les modèles d'intelligence artificielle avec ce qui est disponible. Par exemple, GraphCast a été entraîné entre 1950 jusqu'à 2021. Et ils disent bien dans leur article que si on veut encore réentraîner, donc avec, je pense que ça prendrait quand même mieux en compte le changement climatique, d'entraîner encore avec ce qui est actuel. Donc voilà, on peut réentraîner encore les modèles, c'est possible. Et c'est exactement ce que je veux faire, avec du fine-tuning et du transfer learning. C'est justement changer un peu les modèles et l'adapter à ce que l'on veut faire, en fait. Merci. Voilà. Merci. Par rapport à tes perspectives, comment tu comptes modéliser enfin les crues, les inondations, sachant que bon, il n'y a pas longtemps, il y a eu des inondations à Pire-Est, et là c'était dû au fait qu'il y avait des arbres qui bloquaient les ponts, donc du coup il y a eu une inondation à cause de ça. Donc toi, avec tes modèles, comment tu comptes faire pour modéliser ça? Alors c'est vrai que oui, le modèle ne va pas prendre en compte les arbres sous les ponts, hein, tu as raison. Mais en tout cas, il y a des mesures de débit qui ont été faites dans beaucoup de rivières. Je ne vois pas Lydie, mais en tout cas, Lydie qui est hydrologue a beaucoup de données, notamment de mesures de débit dans les rivières. Et l'objectif serait de corréler ça avec ces débits avec les modèles de prévision du temps, en fait, à Rome par exemple, ou notre propre modèle, et utiliser les modèles de prévision du temps à Rome par exemple, plus les mesures pour avoir des prévisions de crues. Et c'est à partir de ces prévisions de crues qu'on pourrait voir s'il y a des inondations ou pas. Donc c'est vrai que c'est bien dit comme ça, mais il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce sens-là. Je ne serai pas le seul, bien sûr, hein, mais bon, de toute façon, je ne suis pas sur ce post-doctorat encore, je suis encore sur ça. Mais ça a déjà été fait, hein,
l'intelligence artificielle a déjà été faite, enfin utilisée pour faire des prévisions de crues dans le monde. Hein. Donc pourquoi pas l'appliquer ici aussi, hein. Enfin, je ne sais pas si on a un modèle de prévision de crues ici. Je ne suis pas sûr. Donc, Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup.